Madame, Monsieur, bonsoir. Vous êtes sur Al24 News. Vous regardez Cap sur l'Afrique, votre rendez-vous hebdomadaire avec les questions africaines. Il y a plus de 60 ans maintenant, le processus de la décolonisation se concrétise en Afrique. La plupart des pays arrachent leur indépendance et dès lors, l'Afrique libérée du joug de la domination coloniale se lance dans le chemin de l'unité africaine et dans les projets panafricains. Mais son chemin où ses rêves des pères du panafricanisme et de l'indépendance se heurtent très vite aux velléités expansionnistes, non pas d'une puissance étrangère ou occidentale, mais à celle d'un pays africain qui lui-même a connu les affres de la colonisation et de la domination. En 1975, le royaume du Maroc, en toute illégalité, envahit et occupe les territoires sahraouis. En 1963, l'Assemblée générale des Nations unies inscrit le Sahara occidental dans la liste des territoires non autonomes dans le monde, venant ainsi affirmer, confirmer sans détour les revendications du peuple sahraoui engagé pour une lutte acharnée pour son indépendance. Une lutte qui se poursuit à nos jours et comme toutes les puissances coloniales, le Maroc use de tous les moyens pour entraver la marche vers la liberté du peuple sahraoui. Et en violation totale du droit international et du droit international humanitaire, le Maroc continue d'occuper le Sahara occidental. Et c'est justement sur ce point que nous allons nous pencher ce soir. Et pour en parler, j'aurai le plaisir d'être accompagné de Fabio Salvia, membre du comité belge de soutien au peuple sahraoui qui nous rejoint depuis Rome. Bonsoir Fabio Silvia, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Et j'aurai également le plaisir d'être accompagné sur le plateau de Saïd Ayeshi, président du comité national algérien de la solidarité avec le peuple sahraoui. Bonsoir, monsieur Ayeshi. Bonsoir, Tina. Et j'aurai également le plaisir d'être accompagné de Tarek Hafid, qui connaît bien le dossier sahraoui, les journalistes. Bonsoir, Tarek. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et sans plus attendre, on rentre directement dans le vif du sujet. Comme on le sait, le 18 juin dernier, la 56e session du Conseil des droits de l'homme a entamé ses travaux pour qu'il finisse le 18 juillet prochain. Mais avant de commencer, un point pédagogique s'impose à nous et je commence avec vous, Fabio. C'est quoi le Conseil des droits de l'homme? Quelles sont ses prérogatives? Le Conseil des droits de l'homme, c'est un organe des Nations Unies où les membres sont justement les membres de l'ONU et qui normalement travaille sur la question des droits de l'homme, donc c'est le respect des droits de l'homme dans tous les pays du monde. Donc, à chaque fois qu'il y a des pays, des États ou des gouvernements qui ne respectent pas les droits de l'homme de leur peuple, le Conseil des droits de l'homme intervient pour justement dénoncer les violations des droits de l'homme qu'il y a dans ces pays-là. Quels sont les aspects sur lesquels le Conseil intervient concrètement? Est-ce qu'il intervient beaucoup plus sur les aspects des libertés politiques, sur les aspects des libertés économiques? Normalement, ils sont toutes les libertés, normalement, ils sont tous les droits de l'homme de peuple. Donc, justement, il faut simplement qu'il y a des violations graves, ou en général des violations des droits de l'homme, le Conseil intervient. Donc, dans notre cas, au Sahara occidental, le Conseil, justement, a publié plusieurs documents, plusieurs rapports qui dénoncent les violations des droits de l'homme commises par les forces d'occupation marocains dans les territoires occupés du Sahara occidental et pas seulement, il y a d'autres organes comme même des comités des groupes de travail et des comités spéciaux qui ont même publié des rapports, surtout même sur la détention arbitraire et sur la condition des prisonniers politiques sahraouis au Maroc, par exemple, donc dans notre cas. Très bien, je viens vers vous, monsieur Ayeshi. Donc, comme vient de le dire Fabio Salvia, quand on parle de violation des droits humains, des droits de l'homme dans les territoires sahraouis occupés, on parle bien évidemment des violations que commet l'occupant marocain. Et on vient de le dire, donc ce Conseil répond directement aux prérogatives ou à la charte des Nations Unies. Le rapport de 2023 sur les violations des droits de l'homme au Sahara occidental occupé a été documenté et fait état de 133 cas documentés. Quand on parle de cas documentés, est-ce qu'il est question de dire que là, il n'y a aucune façon de nier ces violations? Bien entendu. Laissez-moi, si vous le permettez, compléter un tant soit peu ce qu'a dit mon ami Fabio à propos du Conseil des droits de l'homme. D'abord, relevons que les droits de l'homme sont tellement importants, représentent une telle valeur de l'humanité
que l'ONU leur a consacré tout un mécanisme qui leur est propre et donc qui siège à Genève et les États donc étudient les rapports qui lui sont soumis de façon d'ailleurs périodique, mais aussi quand il y a des plaintes de violation des droits de l'homme, comme c'est le cas pour les Sahraouis. Concernant les Sahraouis, il y a depuis une quinzaine d'années peut-être une soixantaine, si ce n'est pas plus, de rapports documentés, vérifiés, enregistrés de violation des droits de l'homme. S'il y a 183 rapports dont vous parlez, c'est parce que ces rapports ont été tout simplement confectionnés selon les normes qu'exige le Conseil des droits de l'homme. Mais en réalité, les cas sont par centaines. Il y a d'ailleurs, ne serait-ce que ça, déjà 656 disparus sahraouis jusqu'à maintenant. Il y a bien entendu toutes sortes de violations des droits de l'homme. Il y a bien sûr les passages à tabac, il y a les arrestations, il y a les exécutions extrajudiciaires, les arrestations arbitraires, les incarcérations iniques, etc., etc. Il y a toutes sortes de vols, on a même brûlé les demeures des Sahraouis, et tout ça a été documenté, c'est-à-dire non seulement évidemment auprès du Conseil des droits de l'homme, mais aussi auprès d'autres institutions, comme par exemple le Parlement européen. Au Parlement européen, il y a ce qu'on appelle le rapport Tannock, qui a été établi en 2013 et qui, par 2 fois, établit de façon indiscutable que le Royaume du Maroc viole les droits de l'homme au Sahara occidental. Le département d'État américain, la Fondation Kennedy, Amnesty International, Frontline, Human Rights Watch, toutes ces organisations et ces institutions ont clairement établi que le Maroc viole les droits de l'homme au Sahara occidental. L'Union africaine s'est exprimée à plusieurs reprises. Bien entendu, avec un communiqué magnifique qui date peut-être maintenant d'une année, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui a dénoncé de façon grave et de façon également référenciée les violations des droits de l'homme au Maroc. Mais alors, deux choses tout à fait, on en parlera probablement. La première, c'est qu'il n'y a jamais eu de mission du Conseil des droits de l'homme dans les territoires occupés, non seulement du temps de Mme Pillay, et après Mme Blanchard, la Chilienne qui l'a suivi, ce n'est que maintenant qu'avec M. Volcker que peut-être qu'il y a un espoir de voir une mission des droits de l'homme. Évidemment, le Royaume du Maroc a refusé à l'Union africaine qu'une délégation de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples visite le Sahara occidental, puis ce truc. Et c'est là que, dernièrement, M. de Mistura, quand s'est rendu dans les territoires occupés, qu'il a reçu de la main d'une organisation non gouvernementale sahraoui des rapports exacts sur les violations des droits de l'homme. Parce qu'il y a aussi le rapporteur spécial des droits de l'homme de l'ONU. Le deuxième point qui est tout simplement une aberration, une hallucination, c'est aujourd'hui le Maroc qui préside le Conseil des droits de l'homme à Genève, lui qui est un État violeur patenté des droits de l'homme au Sahara occidental. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Justement, sur ce point, on va revenir sur ce point. Tariq Hafid, à la lumière de ce que viennent de dire nos 2 intervenants, justement, les violations, les cas les plus notables de violation des droits humains au Sahara occidental, il y a les droits des prisonniers, il y a les déplacements forcés, comme vient de le signaler M. Ayeshi, il y a les viols, les effractions de liberté, les réunions, les libertés politiques, encore le pillage des richesses du peuple sahraoui. Les rapports parlent en disant que le Sahara occidental est aujourd'hui un trou noir auquel on ne peut pas avoir accès librement. C'est les ONG qui le disent. Est-ce qu'on peut parler finalement de violation systémique du droit du peuple sahraoui? C'est pire que ça encore, j'allais dire. C'est une forme de stratégie, c'est une planification de la violation des droits de l'homme. Et ça, je pense que c'est lié à 2 éléments qui sont très très importants. Premier élément, c'est le caractère féodal d'abord du Makhzen. Le Makhzen, la violation justement des droits de l'homme, de toutes les valeurs qui peuvent exister, fait partie justement de l'ADN de ce système féodal. Et il y a quelques années, je discutais avec un Sahraoui qui avait fui justement les territoires occupés et qui me disait comment le Makhzen, depuis des siècles, c'est-à-dire fait en sorte justement lorsqu'une personne ou une famille est bannie de la communauté, comment tout ce qu'on peut leur faire subir à toutes ces personnes. Tout ça, justement, est fait en sorte dans le cadre d'une stratégie, est appliquée aux Sahraouis qui refusent le fait qui est très simple, c'est-à-dire de ne pas
être intégrés dans le système marocain. La deuxième chose, en plus de cet ADN, de cette violence qui est inscrite dans l'ADN du Makhzen, il y a le caractère aussi colonial de ce système qui fait en sorte que, justement, on applique la violence à toute la communauté sahraoui, où qu'elle soit. Si on se mettait à faire la liste de toutes les violations, de tout ce que subissent les Sahraouis, alors pas uniquement les majeurs, c'est-à-dire les personnes, les adultes, mais même les enfants. Il y a une histoire qui est quand même assez connue, c'est que au début des années 2000, lors de l'Intifada, les Sahraouis, les petits Sahraouis, confectionnaient des drapeaux sahraouis, donc ils lâchaient comme ça quand il y avait du vent. Les services de sécurité étaient chargés de les identifier dans les lycées, dans les écoles, et ils étaient battus, ils subissaient des violences physiques. En plus du fait aussi d'être, c'est-à-dire de ne plus avoir accès à l'école. C'est-à-dire que si on se mettait effectivement à faire la liste de toutes les violations que subissent les Sahraouis de tout âge, ça serait vraiment terrible. Et je voudrais juste rajouter une chose aussi qui est importante, c'est qu'est-ce qu'on attend justement pour intégrer la MINURSO, donc ce mandat, cette mission de protection des droits de l'homme et de défense des droits de l'homme. Jusqu'à aujourd'hui, ça reste quand même la seule mission de l'ONU qui ne possède pas justement de mandat dans ce sens. Justement, Fabio, je vais rebondir sur la dernière phrase de Tariq. La MINURSO, ou la mission d'appui des Nations Unies au Sahara occidental, n'a pas de mandat pour rendre compte des violations des droits humains. Le Haut Commissariat aux droits de l'homme n'a pas eu accès au territoire sahraoui occupé depuis ces 9 dernières années. Mais comment c'est possible, surtout qu'aujourd'hui, en plus de toutes ces aberrations qu'on vient de citer, le Maroc se retrouve à la tête du Conseil des droits humains? Est-ce une contradiction finalement de l'ONU comme bon nombre d'autres contradictions? Bien sûr, c'est une grande contradiction. On ne peut pas justement. Je me pose aussi la question comment c'est possible qu'il y ait un État qui ne respecte pas les droits de l'homme, les droits fondamentaux des citoyens marocains, mais aussi du peuple sahraoui qui occupe chaque jour, se retrouve aujourd'hui à la tête de l'Haut Commissariat du Conseil des droits de l'homme. Donc ça, c'est une grande contradiction. C'est évident que l'élection du Maroc au Conseil des droits de l'homme, c'est une élection très politique, parce que l'autre candidat était l'Afrique du Sud, et donc c'était justement un groupe d'États qui ont décidé, surtout des États du bloc occidental du monde, qui ont décidé de voter pour le Maroc. Donc ça, c'est malheureusement une position, vraiment une élection politique, et pas vraiment une élection liée à ce qui sont les droits de l'homme et le respect des droits de l'homme en général. C'est plus comment... Oui. Quand vous parlez d'une élection politique, est-ce que vous voulez dire que finalement la géopolitique a eu raison des mandats de l'ONU? Parce que je rappelle par exemple que les puissances occidentales telles que la France soutiennent le Maroc depuis de longues années, et l'ancien président Jacques Chirac l'a affirmé en disant que le Maroc répond plus aux intérêts de la France aujourd'hui, et les États-Unis ont soutenu l'occupation du Sahara occidental en armant le Maroc, ou encore en essayant de maintenir le royaume comme étant un État relais pour faire face durant la guerre froide à un État à l'émergence ou la construction d'un État qui serait beaucoup plus, on va dire, plus emprunt à d'autres réalités politiques. Oui, tout à fait. On sait bien qu'au niveau des institutions internationales, la France défend chaque jour les intérêts du Maroc, parce que la France, l'État français a beaucoup d'intérêts au Maroc. Et donc ça, c'est historique. Donc c'est quelque chose qui, malheureusement, que nous connaissons très bien. Et après la France, justement, il y a d'autres pays. Il faut pas oublier justement les intérêts du gouvernement espagnol qu'il y a aujourd'hui au Maroc. On a vu même la position de Sanchez en 2022. Et donc d'autres pays du monde, aussi les États-Unis. Donc là, c'est évident que ces grands pays, comment dire, ces membres permanents du Conseil de sécurité, ils ont fait une campagne même pour soutenir le Maroc. Mais il y a quand même
depuis les informations qui ont été publiées, deux pays, même européens, qui n'ont pas soutenu la candidature du Maroc, comme par exemple l'Allemagne. L'Allemagne a voté contre, donc plutôt voté pour l'Afrique du Sud. Donc voilà, il y a des dynamiques qu'on connaît très bien, malheureusement, et qui servent au Maroc pour garder sa position, malheureusement. Très bien, M. Ayechi, à la lumière de ce qu'on vient de dire, est-ce que finalement aujourd'hui la réforme de l'ONU devient urgente on l'a vu avec la question du Sahara occidental ou encore avec la question des Kanaks en Nouvelle-Calédonie, est-ce que ça devient urgent aujourd'hui? Bien sûr, bien sûr. Là, nous avons relevé, après ces échanges, comment un pays violeur des droits de l'homme, caractérisé, de façon caractérisée, préside le Conseil des droits de l'homme, qui est la plus haute institution de l'ONU en matière de droits de l'homme. Laissez-moi rappeler quand même qu'en 2016, ce même royaume du Maroc a expulsé, lui, un État signataire de la Charte des Nations Unies, se donne le droit d'expulser la partie civile de la MINURSO en 2016. 86 personnes, et personne ne lui a rien dit, et après intervention des États-Unis, il a pu réadmettre 26 personnes sur les 86. Comme si le Maroc, c'est lui qui doit gérer la MINURSO et pas l'inverse. Et puis, mes amis ont parlé donc de cet élargissement du mandat de la MINURSO, parce que tout simplement, aujourd'hui, si on se pose la question ce que font les Sahraouis, si on se pose la question quel est aujourd'hui le rôle de la MINURSO, elle ne sert à rien. Elle avait deux missions: veiller sur le respect du cessez-le-feu et organiser le référendum. Le cessez-le-feu a volé en éclats après l'attaque des forces armées marocaines à Guelgarat, et le référendum, on l'attend depuis 36 ans. C'est-à-dire qu'on vote un budget de la MINURSO de 60 millions de dollars chaque année, quasiment pour rien. Et évidemment, quand justement Kéri Kennedy a été, la fille de Kéri Kennedy a été molestée à l'Ayoun en 2013 par les agents marocains, fort de ces relais qu'elle avait au sein du Congrès, elle a pu obtenir que les États-Unis demandent l'élargissement du mandat de la MINURSO. Et quel est le pays qui s'est opposé à l'élargissement du mandat de la MINURSO pour le respect et la défense des droits de l'homme? La France. La France qui se dit, avec un droit de veto, s'il vous plaît, qui se dit patrie des droits de l'homme. Donc, vous avez raison de parler de réforme du système des Nations Unies, parce que la France refuse qu'on protège les droits de l'homme, alors qu'elle dit « je suis la patrie des droits de l'homme ». Le Maroc viole les droits de l'homme, mais il se trouve président du Conseil des droits de l'homme. Au Conseil de sécurité, les États-Unis utilisent le droit de veto pour continuer de bombarder, de tuer les civils palestiniens. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ce monde. Il est clair que la réforme du système des Nations Unies devient plus qu'une nécessité, c'est une urgence. Pourquoi? Parce que tout simplement, cet état de choses ne fait que creuser encore plus le fossé entre les États, globalement entre le Nord et le Sud, et puis surtout, il fait perdre de la crédibilité au système des Nations Unies. Aujourd'hui, le secrétaire général des Nations Unies appelle à tue-tête depuis plusieurs mois à un cessez-le-feu à Gaza. Il est censé être celui qui a la voix la plus forte sur le plan international. Personne ne l'écoute. Justement, quand on parle d'Antonio Guterres et de ses appels à cesser le feu, par exemple, à Gaza, est-ce que finalement c'est des opinions qui l'engagent lui, ou il est en train de défendre tant bien que mal les opinions qui sont censées défendre les Nations Unies? Je crois d'abord, il est l'expression de la majorité des États qui composent les États-Unis, l'Organisation des Nations Unies, et donc il ne se fait qu'être l'interprète de la majorité des États, et deuxièmement des convictions personnelles. Et donc, mais personne l'écoute. Il a même été insulté par l'entité sioniste et cloué au pilori. Et menacé. Et bien entendu, bon, j'allais dire avec une telle pratique, avec une telle façon de faire, il est clair que le monde va devant de très gros problèmes dans les relations internationales. Très bien. Tarek Hafid, je viens vers vous et à la lumière de ce qu'on vient de dire de l'ensemble des violations des droits humains qu'on connaît aujourd'hui, qui ont été documentées sur les territoires sahraouis, sans oublier le pillage des richesses, parce qu'on parle très peu finalement des pillages des richesses du peuple sahraoui. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre dans les territoires sahraouis? Surtout qu'il y a le mur de la honte, et ça aussi, on en fait très peu la remarque. Il existe une société, c'est l'apartheid, qui est interdite par les Nations Unies aussi. Tout à fait.
Sauf que les critères de crimes contre l'humanité, etc., ce sont des critères, on va dire, occidentaux qui ne s'appliquent qu'aux Occidentaux et non pas un peuple comme le peuple sahraoui, le peuple palestinien, par exemple. Donc, oui, effectivement, les crimes sont successifs et c'est des strates de crimes auxquels font face les Sahraouis depuis des dizaines d'années. Et là, maintenant, un des crimes, par exemple, une situation qui n'est pas documentée, qui est très mal connue, c'est le fait de pousser les jeunes Sahraouis à quitter de façon illégale leur territoire, c'est-à-dire leur dire « vous n'avez plus rien à faire ici et vous devez partir ». Et ils prennent la mer pour partir c'est-à-dire au péril vraiment de danger immense de leur vie et ils prennent donc la mer pour partir jusqu'aux îles Canaries. C'est-à-dire qu'on est en train de faire en sorte de vider un territoire de sa substance en réalité, des personnes qui sont là depuis, qui sont dans donc le peuple originaire et originel de ce territoire. Maintenant, ce qu'il faudrait se poser comme question, c'est jusqu'où, justement, on va aller maintenant dans ce type de situation. Parce qu'on est face à le règne, on va dire, du fait accompli et qui n'est au profit en réalité que des Occidentaux d'un côté ou alors d'un pays comme le Maroc ou encore comme l'entité sioniste. C'est-à-dire que c'est par la force, c'est le règne de la force, le règne de l'impunité qui est devenu quasiment maintenant, qui fait force de loi. Donc jusqu'où on va aller et c'est pour ça qu'encore une fois le fait de parler de réforme de cette institution qu'est l'ONU, c'est devenu plus que nécessaire maintenant parce que les choses doivent changer. Très bien, on va revenir sur ce point dans un petit instant de l'exode du peuple sahraoui, en plus de ceux qui ont été forcés au déplacement vers des camps de réfugiés. Il y a aujourd'hui entre 100 000 et 200 000 Sahraouis dans les camps de réfugiés de Tindouf en Algérie, ou encore ce nouvel exode. Et là encore, c'est les chiffres des médias occidentaux. On va revenir dans ce point. Je viens vers vous, Fabio Silvia. On revient à la 56e session du Conseil des droits de l'homme. Autant que membre du comité belge de soutien à la cause sahraoui, comment c'est possible aujourd'hui de travailler sur ces questions avec le Maroc à la tête du Conseil des droits humains? Mais ce que nous faisons justement en tant que mouvement de solidarité, pas seulement en Belgique, mais justement en Europe, c'est vraiment de travailler, de faire même du lobbying, et de diffuser, comme on dit, de donner plutôt visibilité à la cause sahraoui, même au niveau des Nations Unies. Par exemple, la semaine passée, nous avons organisé aussi, grâce aussi, les groupes de soutien des ONG au Sahara occidental de Genève et d'autres associations espagnoles telles que la CAPS et les Novact aussi. 2 jours d'activité, donc un side event le 19 juin aux Nations Unies où justement des intervenants où il y avait aussi M. Gallon, voilà, d'autres experts de la question du Sahara occidental. On parlait de la violation des droits de l'homme au Sahara occidental, on justement parlait de la situation, du conflit, de toute violation, pas seulement des droits de l'homme, mais surtout du droit international et du droit international humanitaire. Et le 20 juin, la diaspora, la communauté sahraoui en Suisse organisait une grande manifestation devant le siège des Nations Unies et le soir, il y a eu la présentation du rapport annuel qui cette fois-là était justement publié par la CAPS, donc l'association d'amitié avec le peuple sahraoui de Catalogne et les Novact, l'association Novact, sur toutes les violations des droits de l'homme en 2023. Donc ça, justement, c'est ce qu'il faut faire, même au niveau du Conseil des droits de l'homme, où à la tête il y a le Maroc, pour contrer un petit peu ce que sont les activités du Maroc qui essaient de cacher ce qui s'arrive effectivement au Sahara occidental et donc toutes les violations graves des droits de l'homme au Sahara occidental. Très bien, merci Fabio Silvia. Très chers téléspectateurs, je vous retrouve dans un petit instant, juste après cette courte page publicitaire.
Très chers téléspectateurs, bienvenue sur le plateau de Cap sur l'Afrique. Et aujourd'hui, on se penche sur le dossier sahraoui à la lumière de cette information qui est tombée il y a une année. Le fait que le Maroc soit à la tête du Conseil des droits humains, mais surtout comment est-ce que cette action peut entraver le travail des ONG, mais aussi la question sahraoui. Je viens vers vous, Monsieur Ayachi, et on en parlait un instant avec Tariq, justement, de l'exode du peuple sahraoui depuis le début de la colonisation, non pas espagnole, mais depuis le début de la colonisation espagnole et qui s'est poursuivie de la même façon avec la nouvelle puissance coloniale. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler finalement de colonie, de peuplement dans le Sahara occidental? Bien entendu, c'est même très clair, c'est même peut-être le but de la stratégie marocaine. Rappelons qu'en 1975, lors de la marche de la honte organisée par le régime marocain pour précisément occuper le Sahara occidental, il y a eu des civils sahraouis qui se sont opposés donc à cette marche et qui ont été bombardés par des avions français, aux ordres du Maroc, bien entendu, avec du phosphore et du napalm, du phosphore blanc et du napalm, lesquels sahraouis n'ont trouvé leur salut qu'en se réfugiant en territoire algérien. Et l'Algérie, comme elle a accueilli beaucoup de réfugiés maliens, nigériens et autres, a accueilli des réfugiés sahraouis qui aujourd'hui encore se trouvent dans la région de Tindouf. Bien entendu qu'il y a donc cette population réfugiée dans les environs de Tindouf, mais il y a aussi ces déplacements de Sahraouis qui ont fui le territoire vers l'Espagne. Il y a eu des Sahraouis qui sont restés sur place et qui subissent précisément la répression aveugle de l'administration marocaine d'occupation. Le problème qu'il y a aujourd'hui avec tout ce qu'on dit sur le sujet, c'est comment se fait-il qu'il n'y a aucune sanction qui est prise contre le Maroc? Qui protège le Maroc? Qui protège l'entité sioniste? Parce que les deux cas sont tout à fait similaires. D'où vient cette arrogance que le Maroc, qui se sait être un pays violeur des droits de l'homme, postule à la présidence du Conseil des droits de l'homme et réussit à être président de la... Parce que tout simplement, il y a une complicité des puissants de ce monde qui arrivent à lui permettre une certaine couverture et une certaine impunité qui lui permet d'être arrogant. C'est exactement la même chose pour l'entité sioniste vis-à-vis du peuple palestinien. L'entité sioniste a insulté, on l'a dit tout à l'heure, le secrétaire général de l'ONU. A déchiré, le représentant de l'entité sioniste a déchiré la charte des Nations Unies devant l'ensemble. En pleine séance de l'Assemblée générale. Donc vous voyez très bien qu'il y a précisément ce comportement qui est permis par les puissants de ce monde, qui fait que les choses ne marchent pas marchent de travers plutôt, marchent de travers. Et c'est là qu'il faut aller vers, j'allais dire, l'abandon de ce double standard, de l'application vraiment du droit international humanitaire, de la protection des enfants, de la protection des femmes, de la protection des prisonniers. Il y a des prisonniers sahraouis qui croupissent dans les geôles marocaines dans des conditions tout à fait insupportables, inhumaines, et on interdit même à leur famille de les visiter, ce qui bien sûr n'existe pas dans le droit des prisonniers. Et aujourd'hui, le CICR ne peut pas les visiter, les ONG ne peuvent pas les visiter, leurs avocats les visitent difficilement, leur famille pas du tout, et malgré cela, le Maroc accède à la présidence du Conseil des droits de l'homme à Genève. Il y a bel et bien un problème quelque part. Très bien. Fabio Salvia, je viens vers vous. Je vous pose pratiquement la même question qu'à M. Ayachi. Finalement, d'où vient cette chape de plomb autour de la question sahraoui et comment un État comme un État colon, je rappelle, se retrouve à la tête du Conseil des droits humains? Comme on a dit déjà avant, malheureusement, c'est toute une question d'intérêt qu'ils ont les États dans tous les États comme le Maroc et Israël qui occupent, qui violent tout genre de droits internationaux. Donc ça, malheureusement, c'est quelque chose qui tout le monde essaie de contrer, mais qui voilà, c'est encore un phénomène qui est bien présent même aujourd'hui. Et donc c'est pas bizarre par exemple qu'Israël et le Maroc sont des pays alliés, voilà, donc ils se soutiennent les deux parce que justement on sait bien qu'il y a une grande collaboration militaire, donc même l'aide militaire du Maroc qui arrive en Israël probablement
très probablement, elle est bien utilisée pour massacrer et tuer les Gazaouis pendant les bombardements. Donc, ça, c'est quelque chose qui malheureusement existe et qui personne, apparemment dans tous les grands pays occidentaux, personne ne fait rien pour contrer cette injustice incroyable. Donc, malheureusement, c'est quelque chose qui existe et nous, justement, nous pouvons simplement travailler pour contrer ce genre d'attitude de ces pays qui travaillent simplement selon leurs intérêts et pas pour effectivement la justice, c'est le respect des droits fondamentaux des peuples. Ça, c'est quelque chose qui s'arrive aujourd'hui. Quand le fait qu'un pays africain ait colonisé un autre pays africain au moment où les nations africaines étaient engagées dans ce chemin vers la liberté, vers la décolonisation et en finir avec le joug de la domination, est-ce que finalement, d'une façon ou d'une autre, cet état de fait a entravé la marche panafricaine tant rêvée par les pères des libertés en Afrique? Tout à fait, mais je vais dire une chose, peut-être que ça va... Si réellement le Maroc avait subi la colonisation, jamais il n'aurait fait subir ça à notre pays. Il faut revenir à l'histoire du Maroc, c'était un protectorat et puis c'est devenu finalement, c'est resté un agent du colonialisme au cœur de l'Afrique. Ce que vous avez dit tout à l'heure, la deuxième... vous avez posé une question au docteur Ayachi et puis la deuxième partie de la question parlait de colonies de peuplement. Oui, effectivement, maintenant, le Sahara occidental, depuis 1975, c'est-à-dire après donc, la phase armée et puis donc, le cessez-le-feu, le Maroc a profité de cette situation pour effectivement installer en masse des Marocains sur le territoire sahraoui. Maintenant, je pense qu'on va passer, et là on commence déjà à en voir les prémices, à une autre phase. Je pense que ce qui est en train de se passer en Palestine occupée fait que le projet Israël est en train de... ne va pas réussir. C'est-à-dire que c'est la situation, on va voir peut-être dans quelques temps la fuite en masse d'Israéliens et qui vont certainement s'installer au Maroc et aussi dans les territoires occupés sahraouis. Donc il faut vraiment suivre ce qui est en train de se passer. J'ai eu l'occasion de discuter la dernière fois avec notre ami Oubi Bouchraïa, qui est justement le représentant de la race du Front Polisario à Genève, qui disait qu'il y avait déjà des signes à travers des entreprises israéliennes qui commencent à s'installer dans les territoires occupés sahraouis. Donc il faut vraiment suivre cette question avec... c'est-à-dire vraiment de très près, parce que ça risque de compliquer encore plus la situation. Et il faut faire vraiment très très attention. Parce que quand on parle d'installation d'entreprises de l'entité sioniste dans les territoires sahraouis occupés, encore une fois, en violation du droit international, parce que les richesses du peuple sahraoui ne devraient pas être au service de la puissance coloniale ni d'un autre pays. D'ailleurs, il y a l'Espagne qui continue à investir, la France qui continue à investir dans les territoires occupés. Est-ce qu'on peut parler d'expansionnisme de l'entité sioniste vers les territoires africains? Mais tout à fait. Il y a par exemple un secteur où ils réussissent très bien, et d'ailleurs, c'est les principaux conseillers au Maroc, c'est le domaine de l'agriculture en milieu aride. Et il faut voir ce qui est en train de se passer dans les territoires occupés d'ailleurs. Avec l'agriculture de l'avocat notamment. Avec l'agriculture, parce qu'on est en train de voler de l'eau. C'est-à-dire toute l'eau qui sert à cultiver des tomates, des poivrons ou des melons, c'est un vol, c'est le vol d'une ressource naturelle qui appartient pas uniquement aux Sahraouis réellement qui vivent maintenant, mais aussi aux générations futures. Donc on est réellement en train de voler un territoire, mais dans toute forme de vol. Donc on parle aussi d'accaparement de richesses. Et je rappelle que les eaux du Sahara occidental... En faisant en sorte justement de faire fuir les habitants. De pousser les habitants à l'exode et de s'accaparer leurs terres, leurs eaux, leurs semences. Et en même temps, je rappelle que les eaux du Sahara occidental sont les eaux les plus poissonneuses du monde, ou du moins de l'océan. Je viens vers vous, Monsieur Ayachi, quand on parle aujourd'hui de l'urgence est à l'action. Vous avez cité Oubi Bouchraïa. Oubi Bouchraïa dit qu'aujourd'hui, sur le dossier sahraoui, l'urgence est à l'action. Mais quelle action? Comment peut-on agir quand les Nations Unies se retrouvent face à leurs contradictions
le régime marocain, la puissance occupante marocaine est clairement un relais des intérêts occidentaux et le Front Polisario a des soutiens puissants à côté. Comment on peut aujourd'hui agir ? Il faut agir d'abord. Vous savez, une des stratégies planétaires, c'est d'ignorer le droit international parce qu'il gêne les puissants. Ils l'ont mis en parenthèse, ils l'ont pris en otage, et de faire valoir leur politique, justement, d'accaparement. Quand vous parlez avec mon ami Tarek des terres, rappelez-vous que c'est le même processus qui se passe en Cisjordanie. Les colons israéliens font fuir quand ils ne les tuent pas, quand ils ne les descendent pas, les Palestiniens pour récupérer la terre, ce que font maintenant les Marocains et leurs amis sionistes au Sahara occidental. Oui, tout à fait. Maintenant, lorsqu'on a un problème de ce genre devant nous, il faut revenir aux fondamentaux. Les fondamentaux, c'est le droit international humanitaire. Le droit international est reconnu comme étant la base des relations internationales. Et par conséquent, il faut qu'il soit respecté, il faut qu'il soit appliqué. Et c'est ce qui s'est passé à Genève dernièrement quand on a rappelé les droits de l'homme dans le cadre du droit international. C'est ce qu'on a rappelé lorsqu'il y a eu la plainte du Front Polisario devant la Cour de justice de l'Union européenne qui va rendre son verdict cette année, qui donne droit au Front Polisario de récupérer les richesses pour le peuple sahraoui. Et surtout, vous l'avez dit tout à l'heure aussi, il y a un angle d'attaque, j'allais dire, qui est l'Union africaine. L'acte constitutif de l'Union africaine reconnaît pleinement qu'il faut décoloniser. Je rappelle que la République sahraoui arabe est membre fondateur de l'Union africaine. Et siège à côté du Royaume du Maroc. Mais il y a le Royaume du Maroc, membre de l'Union africaine, qui occupe un territoire, le territoire du Sahara occidental, qui est membre de l'Union africaine. Et donc, et en plus, l'acte constitutif est encore plus clair. Il faudra que les membres de l'Union africaine aident le pays agressé à se débarrasser de son agresseur. Et donc, vous voyez qu'il y a encore le droit que ce soit dans le cadre des Nations Unies ou dans le cadre de l'Union africaine ou dans le cadre de l'Union européenne, je parle du tribunal de justice, la Cour internationale de justice déjà en 1975 qui a rendu son verdict. Et donc, il faut rester dans le cadre du droit qui puisse lui permettre, aussi bien aux Sahraouis qu'aux Palestiniens, de pouvoir faire aboutir leurs revendications légitimes. Et je dis que cela est à mon sens, l'angle d'attaque le plus avisé, parce que le Maroc, dans sa stratégie, veut sortir du cadre du droit pour en faire un problème bilatéral avec l'Algérie. Et à ce moment-là, il n'est plus tenu de respecter le droit. Justement, quand on parle, je viens vers vous Fabio, et justement quand on parle du problème sahraoui, on oublie souvent qu'il s'agit d'un territoire non autonome selon les Nations Unies et on se concentre sur un problème, enfin pas un problème, sur ce qui est considéré du côté du Maroc comme un problème entre l'Algérie et le Maroc. Mais vous aujourd'hui, est-ce que vous voyez cette similitude entre la question de la décolonisation du Sahara occidental et la question de décolonisation de la Palestine ? Mais bien sûr, il y a beaucoup d'éléments qu'ils ont en commun, surtout parce que les deux sont des cas d'occupation militaire d'un territoire, et donc où il y a justement même d'autres similitudes, comme par exemple la présence d'un mouvement de libération dans tous les deux cas. On a l'OLP en Palestine et le Front Polisario au Sahara occidental. Et surtout, la différence est justement que la Palestine n'est pas considérée comme un territoire non autonome, mais au contraire le Sahara occidental, parce que le Sahara occidental est un territoire qui doit être décolonisé. Ça, c'est une chose vraiment importante qu'il faut toujours rappeler. Le Sahara occidental est un territoire qu'il faut décoloniser, donc qui n'ont jamais décolonisé et qui donc se trouve sous occupation étrangère. Donc ça, c'est un élément très important. Et bien sûr, après le 2, on a deux États occupants, dont le Maroc et Israël, qui en pleine violation de tout, du droit international, un droit international humanitaire, de toute violation des droits de l'homme. Il y a toutes les conventions de Genève qui sont violées chaque jour, occupent effectivement le territoire des Palestiniens et Sahraouis. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut toujours, à mon avis, dire par rapport à ce dossier-là.
Très bien, je viens vers vous, Tarek Hafid. Je pense que ce sera notre dernière question. On arrive à la fin du temps qui nous est imparti. On a parlé aujourd'hui de la nécessité que les Nations Unies sanctionnent le Royaume du Maroc. Est-ce que vous ne pensez pas que l'Union africaine devrait aussi se mettre à sanctionner un État occupant partant du principe que le Sahara occidental est non seulement un pays fondateur de l'Union africaine, mais aussi il y a eu le drame de Melilla avec le nouveau rapport établissant clairement la responsabilité du Royaume du Maroc dans la mort de plusieurs migrants. Tout à fait. Il y a une excellente cette enquête qui a été réalisée par Border Forensic, qui est une ONG, donc en collaboration avec d'autres ONG, notamment aussi l'Association marocaine des droits de l'homme, l'enquête est très très documentée avec des photos, des vidéos, des images satellites, le timing, absolument tout, qui prouve que plus de 2000 migrants ont été poussés à donc se diriger vers ce piège, donc ce poste frontalier qui sépare Nador de Melilla. Et donc c'est une mort planifiée. Donc tout a été fait pour commettre des violences contre des migrants et en même temps faire en quelque sorte des exemples pour éviter dans leur esprit qu'il y ait d'autres migrants. En tout cas, ce qui est certain, c'est que il y a donc cet ordre de l'impunité qui est en train de faire en sorte de protéger le Maroc, et que ça soit au niveau des Nations Unies, que ça soit aussi avec ce grand partenaire qu'est l'Union européenne, avec à travers un pays comme la France ou encore comme l'Espagne. Et donc, sincèrement, je suis sceptique sur la possibilité de l'Union africaine de pouvoir faire quelque chose. Par contre, il y a une chose qui est très importante, et ça c'est un droit qui est reconnu par le droit international, c'est le droit de se défendre, et le droit de se défendre, c'est-à-dire de lutter militairement pour justement libérer son territoire. Et ça, c'est une chose qui est entre les mains maintenant des Sahraouis. C'était devenu une évidence jusqu'à donc la reprise du conflit armé et de la lutte armée en novembre 2020. Très bien, merci Tarek Hafid. Je rappelle que ce soir, très chers téléspectateurs, j'étais accompagné de Fabio Salvia, membre du comité belge de soutien au peuple sahraoui. Merci Fabio d'avoir accepté notre invitation et merci pour l'ensemble de vos éclairages. J'ai eu également le plaisir ce soir d'avoir été accompagné de Saïd Ayachi, président du Comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui. Merci, monsieur Ayachi, d'avoir accepté mon invitation. Et j'étais aussi accompagné de Tarek Hafid, journaliste mais aussi spécialiste du dossier sahraoui. Quant à vous, très chers téléspectateurs, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente suite des programmes et vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle question africaine. Et d'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous.